Mes amis, eh bien, je retrouve Dépotrominé. Il m'a arraché au bras de Morphée, Piero Sangiorgio, qui revient du Canada. Il est en plein jet lag. Ça fait plaisir de te voir, Piero. On va un peu parler de ton livre, mais je voulais te prendre au saut du lit, c'est l'occasion de le dire, puisque tu as parlé du Hezbollah et des Mhm. événements qui se passent au Liban, et je voulais que tu nous dises ce que tu en penses, puisque certains, effectivement, disent à propos, mes amis, il va y avoir une intervention directe des Israéliens imminente au Liban. Alors, soit ce sont les Israéliens qui vont attaquer, soit ce sont les Libanais qui vont attaquer les Israéliens. Et je voulais que tu nous dises ton analyse sur toutes ces questions qui sont brûlantes. Oui, alors bon matin, comme on dit au Québec, visiblement, j'en reviens. Juste avant de partir, il y a eu cette attaque d'un point de vue technique fortement habile et coordonnée de la part des services israéliens sur, alors on n'a pas encore toutes les infos, mais en tout cas sur une grande partie des membres du Hezbollah, à vérifier, parce qu'il se peut que de plus on a de détails, plus on se rend compte que peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui avaient ces communicateurs, comment on dit en français, pages. Pager, c'est avertisseurs, je ne sais plus quoi. Exactement. Donc, nous verrons bien. Mais en général, d'un point de vue militaire, lorsqu'on veut mener une attaque terrestre, par exemple, ou une attaque de manière générale sur un ennemi, il est bon de désorganiser simultanément ou un tout petit peu avant. Et donc, ce genre d'attaque massive pourrait, et je me le disais la veille donc de partir du Canada, je me disais, ça y est, je vais finir coincé ici au Canada, parce qu'effectivement, une attaque massive, puis une riposte, plus, voilà, qui serait probablement avec des ramifications globales, pourrait être dangereuse. Donc, de manière très égoïste, je me disais, mince, j'espère que je ne vais pas rester coincé. J'aime beaucoup le Québec, mais j'ai des choses à faire pour rentrer chez moi. Et ça n'a pas été le cas pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas encore eu d'attaque massive. Il y a eu une deuxième attaque, je crois, hier, sauf erreur. Ça, c'est un deuxième signe que quelque chose d'important est en train de se préparer, qui est une attaque, ce qu'on appelle de décapitation en jargon militaire, qui est une attaque sur le commandant militaire du Hezbollah, et qui a réussi et qui a tué cet individu dont les noms m'échappent. Mais j'avais dans le passé voulu étudier en profondeur comment fonctionne et comment s'organise le Hezbollah au Liban. Je n'ai pas pu y aller pour cette question-là. C'était très compliqué de prendre contact, mais mon ami, le journaliste italien Giulietto Chiesa, lui, qui avait été au Liban pour interviewer pas mal de membres et faire de relater pour la télévision italienne le fonctionnement du Hezbollah de l'intérieur, m'avait donné les tuyaux, et j'avais étudié pas mal alors c'est de l'information théorique, comment est organisée cette organisation qui est un hybride entre un État, une organisation militaire, une organisation politique et aussi une organisation sociale qui a des ramifications au sein de la société civile, et c'est pour ça que c'est très compliqué. On ne peut pas juste dire, comme le font les Israéliens et de plus en plus les Occidentaux, que c'est une organisation terroriste. C'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un groupe armé, c'est bien plus qu'une armée. C'est aussi presque un État dans l'État, mais plutôt une nation dans la nation au Liban. Et elle a des ramifications, comme je disais, sociales. Et donc, c'est pour ça que cette attaque par ces pagers sur les gens n'a pas forcément touché que des membres militaires. Elle a probablement touché également beaucoup de membres civils qui s'occupent de systèmes d'emploi, d'entreprise, de distribution par exemple, de soins de nourriture auprès de la population. C'est ce qui a fait le succès du Hezbollah. Ce n'est pas juste un groupe armé qui tient tête à un ennemi, c'est un groupe qui apporte emploi, soins, traitements, etc., à la population. Et, et qui est très apprécié, en tout cas, par ses membres. Donc, du point de vue israélien, évidemment, ça n'a aucune importance. Hein. L'ennemi, c'est les autres. Donc, toute attaque, toute atteinte à l'organisation de l'ennemi, décapitation plus désorganisation, cassure d'une grande partie des systèmes de communication entre personnes, fait que nous sommes dans une phase où l'attaque ensuite militaire en elle-même, aviation plus
troupes au sol et peut-être même en mer, peut devenir probable. Alors, elle aura-t-elle lieu? Plus le temps passe, plus sa probabilité d'efficacité baisse, parce que ce pas des idiots, hein, les gens du Hezbollah, ils se réorganiseront, ils auront d'autres, s'ils sont intelligents, ils ont déjà d'autres systèmes de communication, mais une des questions qui se posera pour eux, et qui se pose évidemment depuis le début de cette semaine, c'est comment ils sont infiltrés. Et je le sais, parce que j'avais essayé, c'est très très compliqué d'entrer en contact et d'obtenir le moindre possibilité d'entretien, de visite, etc. Et moi, j'y allais en tant que journaliste pour étudier comment cette organisation permet en réalité la survie face à une nation hostile, face à des attaques hostiles. Et donc, d'un point de vue de survie, d'un point de vue d'organisation surréaliste à grande échelle, c'était très intéressant de comprendre comment leur fonctionnement leur permettait d'être si efficace, puisque, on le rappelle, je crois que c'est en 2006, ils ont tenu tête de manière très efficace à une attaque terrestre israélienne qui a échoué. Et donc ça c'est très longtemps que les Israéliens n'avaient pas échoué face à un ennemi, et ça leur est un petit peu resté en travers de la gorge. D'ailleurs, je rappelle à ceux qui ne me connaissent peut-être pas, qui t'écoutent, j'ai beaucoup travaillé en Israël, j'ai encore des contacts. Et par parenthèse, par anecdote, un de mes contacts sur Tel Aviv, celui-là, me disait il y a quelques mois, après le 7 octobre, on pourra y revenir si tu veux, sur la situation suite au 7 octobre, qui me disait, tu vois, les gens, les chefs du renseignement, c'est des, je cite, hein, c'est des petits mecs ashkénazes avec des petites lunettes, c'est des vicieux, tu vas voir, ils vont leur préparer un coup tordu. Alors, c'est un ancien des renseignements lui aussi. Qu'est-ce qu'il en savait de cette opération qui a lieu, qui éclate en ce moment? Mais c'est vrai qu'infiltrer les systèmes de communication, ça veut dire ils ont probablement ça c'est une certitude, ils ont des gens sur place qui sont soit des gens du Hezbollah qui sont au service d'Israël, qui sont payés ou qui sont des taupes ou qui ont un levier contre eux, un chantage, que sais-je. Mais ça c'est de l'intelligence humaine, human int, comme on dit dans le jargon. Et puis, il est aussi possible qu'ils aient infiltré les communications électroniques. Donc, la question qui se pose pour le Hezbollah aujourd'hui, c'est que si les pagers ne marchent pas, c'est pire qu'ils ne marchent pas. C'est bien des armes offensives qui blessent, qui, dans certains cas, tuent. Ça a été, je crois, le cas avec certains talkie-walkie. Toujours se méfier des informations. qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Enfin, si c'est le cas, ils sont en train de revenir à des communications par film, par il faut préciser, parce que je sais qu'on va avoir beaucoup de commentaires qui vont nous dire « Ah, mais vous dites que c'est une opération merveilleuse techniquement, etc. » J'ai déjà eu une interview d'Éric Denessé qui a loué la qualité technique en termes de renseignement de cette opération. On dit « Ah, donc vous faites l'éloge d'un acte qui est en fait un acte terroriste. » Donc, on peut quand même redire que, et comme tu l'as dit, il y a des civils qui sont morts, dont des enfants, et que, bien entendu, la légitimité morale d'une opération de ce type, enfin, de mon point de vue, moi je ne défends pas l'idée que c'est bien de tuer des combattants du Hezbollah à distance de cette façon. Il ne s'agit pas de faire l'éloge d'actes de guerre. Certains disent que c'est du terrorisme. C'est absolument un outil de terrorisme, c'est absolument un outil qui s'intègre dans une potentielle guerre à une échelle plus grande. Et doit-on le rappeler, la guerre, ça tue et ça détruit des choses et des gens. La guerre, doit-on rappeler que le mal, c'est pas bien, qu'on veut la paix, qu'on souhaite la paix pour tous. Mais voilà, notre travail, je crois, d'analyse et sur ce sujet, j'essaie d'avoir le moins d'humour et le moins de provocation possible, contrairement à ce que je fais d'habitude, parce que je sais bien que c'est un système, c'est un sujet sensible, et où si vous avez la moindre nuance, vous êtes soit pro-israélien, soit membre du Mossad, soit islamiste à la solde de l'Iran. Donc, il faut garder raison, il faut garder aussi un certain recul. Bien sûr, si on pose la question d'un point de vue éthique et moral, voilà, on le répète, la guerre, c'est pas bien, ça tue des gens, on ne souhaite pas, ça tue des civils par dizaines de milliers à Gaza, centaines de milliers peut-être déjà. Oui, c'est moche. Après, la réelle question, et qui est à mon avis, très modestement, hein, mais c'est la vraie question intelligente, c'est qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre
pas nous en tant que commentateurs, mais qu'est-ce que les acteurs essayent d'atteindre? Parce que une guerre qui atteint un objectif qui est bénéfique pour celui qui l'amène, peu importe les coûts, est une bonne guerre pour lui. Or, la vraie question, et ça c'est une question qui me taraude depuis le début de cette nouvelle flambée de violence du 7 octobre, c'est que du point de vue israélien, et j'espère que nos auditeurs aussi ont l'intelligence pour avoir de la capacité à être empathique, pas au sens émotionnel, mais au sens de se mettre dans les souliers, dans les bottes, en l'occurrence, et sous le casque des différents protagonistes de part et d'autre, et d'essayer de comprendre quel est l'objectif, et cet objectif va-t-il être atteint. Et aujourd'hui, si on se met avec les bottes et la kippa du point de vue israélien, vous voyez, je dérive déjà vers la provocation, mais enfin, si on se met du côté du quartier général ou des politiques ou des militaires israéliens, quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est la paix? Visiblement, il y a une escalade. Alors, l'escalade, pour aller de plus en plus loin dans le déséquilibre, va permettre de trouver un nouvel équilibre tôt ou tard. Est-ce que ce sera un équilibre qui amène la paix? On peut se poser la question. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté d'aller de plus en plus loin, de plus en plus fort, de faire entrer en guerre les États-Unis, qui ont positionné 2 porte-avions dans le golfe d'Oman. Alors, c'est clairement pour être une menace face à l'Iran. Est-ce que c'est pour cela que l'Iran ne réagit pas? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est d'essayer d'amener un accident, une sorte de confrontation entre des avions ou sur mer? Ou est-ce que c'est pour menacer les Houthis au Yémen? Il faut voir. On rappelle qu'en ce moment même, le Yémen réussit un blocus, ce qui est quelque chose de très complexe à faire, mais qu'ils arrivent grâce à la technologie des missiles modernes et des petits bateaux mobiles d'une partie de la mer Rouge. Ils sont aussi capables de frapper le centre d'Israël avec des missiles qui ne sont pas toujours interceptés. Donc il y a une position difficile. Quant à Gaza, parce que nous sommes dans ce contexte, quel était l'objectif israélien de bombarder ce territoire, de le réduire en ruine, ce qui rend les opérations militaires terrestres beaucoup plus difficiles que s'il était resté intact, ou s'il n'y avait que des attaques ciblées, etc. C'est très confus, on ne comprend pas, parce que le résultat n'est pas, à mon avis, n'est pas très bon pour Israël. Ça fait, et je dis ça avec toute la sympathie que j'ai pour mes amis en Israël, qui sont certains des anciens militaires. Alors on est tous avec des poils blancs, on est de l'ancienne génération, mais enfin, ce sont des gens qui aussi se posent la question et qui n'aiment pas trop leur gouvernement aujourd'hui et ce qu'il fait. Ils veulent tous vivre dans la paix et dans la sécurité, mais ils reconnaissent aussi que du côté palestinien et libanais, il y a aussi cette volonté de vivre dans la paix et la sécurité. Donc, ils ne comprennent pas quel est l'objectif. Alors, ça m'intéresse de te faire réagir là-dessus, puisque la théorie la plus fréquente que j'entends, c'est que Netanyahou, face aux difficultés intérieures qu'il a rencontrées, notamment de nombreuses manifestations, des contestations, des poursuites judiciaires, des affaires de corruption, donc face à cette équation impossible, Netanyahou est parti dans une fuite en avant, et au fond, son idée est d'unifier le pays dans une guerre et de maximiser les gains territoriaux par une purification ethnique. C'est-à-dire qu'au fond, pour Israël, cette guerre, et la posture de Netanyahou est de dire je vais dépasser mes difficultés intérieures en montrant que moi, je parviens à faire le grand Israël, notamment à chasser les Palestiniens des terres qu'ils occupent et qui sont en blocage depuis de nombreuses années. Est-ce que tu partages cette idée qu'il y a en tout cas une dimension de purification ethnique dans la guerre à Gaza, avec des massacres horribles de populations civiles qui sont prisonnières, donc qui sont prises comme dans une trappe? Alors, c'est une hypothèse en tout cas, si c'est le cas, c'est un échec. Parce que, alors tout d'abord, mon avis personnel, c'est que ce n'est pas un génocide, parce que gardons les mots avec leur sens, mais ça s'approche d'un génocide. En revanche, ça reste un massacre essentiellement de civils. Maintenant, un massacre de civils, dans le cadre d'un objectif qui réussit, par exemple dans la Deuxième Guerre mondiale, où on massacre allègrement des civils à coups de bombardiers lourds et de tapis de bombes, si ça amène à terminer la guerre, malheureusement c'est horrible, mais ça atteint l'objectif. Là, je ne comprends même pas quel est l'objectif, puisque Gaza est toujours là, les Israéliens perdent énormément de troupes, il n'y a pas de cohésion et de
de soutien unanime face à ces opérations ni au gouvernement. Il n'y a pas non plus de réussite à libérer beaucoup d'otages. Beaucoup sont morts, beaucoup ont été tués. L'armée israélienne a avoué que finalement une grande partie des morts du 7 octobre, en tout cas une moitié, était due à ses propres tirs, à ses propres contre-attaques sur des Palestiniens qui avaient des otages, et donc ils ont tiré dans le tas. Et on peut comprendre, alors je sais que c'est dur à dire et même à entendre, mais on peut comprendre cette logique. C'est une logique que certains pays utilisent en disant on ne négocie pas, on détruira tout le monde, y compris nos otages. Bon, néanmoins, ça fait quand même quelques centaines de personnes qui ont été tuées par leur propre armée, par leur propre force armée. Et donc, c'est très dur, ça, pour la population israélienne. Alors, évidemment, vous allez me dire, enfin, ceux qui nous écoutent vont se dire, c'est encore plus dur pour la population palestinienne qui se prend maintenant 9 mois ou bientôt 1 an de bombes. Bientôt 1 an, hein, ça fait pratiquement 1 an. Et quand ça a commencé le 7 octobre. Exactement. Et quand vous imaginez que cette petite, en tout cas pour Gaza, cette petite bande de terre, j'y étais, face au mur, face aux grilles, aux barbelés de Gaza, exactement il y a 1 an et demi, en mars 2023, je voulais faire visiter Jérusalem, pas parce que c'est un centre juif, mais parce que c'est un centre pour l'histoire mondiale. Je ne suis pas juif, mais à mes enfants, et je leur avais expliqué, et j'avais fait des vidéos sur YouTube qu'on retrouve, où en disant, voilà, nous sommes face à bientôt une escalade vers quelque chose qui va être violent, parce que le gouvernement Netanyahou et lui-même sont sous l'attaque de la justice. Il faut rappeler que même les gens qui critiquent Israël doivent reconnaître, j'espère, qu'Israël est une réelle démocratie qui fonctionne. Et une démocratie, c'est pas juste voter, c'est aussi avoir un système judiciaire qui est indépendant, qui ose attaquer quand c'est judicieux et quand effectivement il y a des lois qui sont violées par les politiciens, qui osent attaquer les politiciens et les mettre devant la justice, devant les lois, devant leurs responsabilités. C'est quelque chose qui est fait. Il y a des anciens présidents du pays qui sont en prison, il y a des anciens premiers ministres qui ont été condamnés. Ça n'arrive pas en France, ça n'arrive pas tellement dans les autres pays, dans les autres démocraties occidentales. Et donc, face à cette pression de la justice et une pression de la rue, il y avait tout le début 2023 des manifestations à Tel Aviv et Jérusalem quotidiennes contre le gouvernement, et des manifestations avec beaucoup de gens. On peut imaginer que la vraie raison de ce conflit, qui expliquerait aussi pourquoi on allait un petit peu laisser faire le 7 octobre. Il y avait des informations d'intelligence militaire qui venaient de beaucoup de pays, l'Égypte notamment, les États-Unis aussi, qui laissaient entendre que quelque chose allait se passer, qu'une attaque allait se passer. Jusqu'à quel point on l'a laissé faire, jusqu'à quel point elle a été permise. Ça, ce sont des questions que l'histoire finira par nous donner d'ici de nombreuses années. Mais clairement, il se peut que le seul vrai objectif, c'est de rester au pouvoir. Vous savez, la guerre est un système extrêmement profitable pour ceux qui achètent, pour ceux qui vendent, munitions, armements. C'est en revanche difficile pour l'économie israélienne. Moins 20% du PIB, 450 000 Israéliens qui ont quitté le pays depuis une année, de nombreuses entreprises qui ne veulent pas avoir leur personnel, avoir à partir à l'improviste pour des opérations militaires, parce que vous savez, c'est une armée de milices, comme l'armée suisse chez nous. Et donc, ça rend le travail, le business imprévisible. Donc, beaucoup d'entreprises, notamment dans la technologie, que je connais bien, sont reparties aux États-Unis ou en Europe, mais surtout aux États-Unis. Et donc, pour ne plus être dans cette incertitude, et vous savez, les affaires détestent l'incertitude, et donc c'est un coup qui est apocalyptique pour l'économie israélienne. Alors là aussi, on me dira, c'est moins apocalyptique que pour ceux qui se sont pris 1 an de bombes sur la tête. Mais vous savez, les pays font des erreurs. Israël, notre génération, à toi et à moi, a entendu et connu ce mythe, ce mythe qui est en grande partie réel de l'efficacité, de même presque l'invincibilité, ou en tout cas de l'audace de l'armée israélienne d'être capable de faire des guerres en 6 jours, quand même, contre 4 ou 5 adversaires, en 67, d'être capable de mener des raids jusqu'à Entebbe, au Ouganda, pour récupérer des otages. Donc il y a une mythologie qui est assez justifiée, d'une certaine efficacité. Et quand on connaît des individus qui ont participé à ces guerres ou à ces raids, on se rend compte que ce qui faisait leur force, c'était l'audace, la capacité de prendre des risques, la capacité de s'en foutre forcément des règles. Or, aujourd'hui, on voit qu'elle n'a plus cette efficacité. Depuis 2006 en
au Liban, l'armée israélienne n'a plus été aussi invincible et efficace. On voit aujourd'hui depuis une année à Gaza, alors je le répète, on ne sait pas très bien ce qu'ils essayent de faire, parce qu'encore une fois, si c'était un nettoyage ethnique, il y a des armes et des méthodes bien plus violentes que ce qui sont utilisées aujourd'hui et bien plus efficaces. Or, elles ne sont pas utilisées. Et je m'en réjouis, parce qu'on ne peut pas se réjouir du massacre de populations essentiellement civiles, et on ne peut pas se réjouir encore une fois, je ne suis ni arabe, ni palestinien, ni juif, ni israélien, néanmoins, je ne peux pas me réjouir humainement et éthiquement qu'on puisse déplacer des populations, qu'on les jette littéralement dans le désert. Et donc, en sont-ils capables? Donc, ça aussi, c'est une vraie question. Donc, quand on arrive dans une situation d'échec, la tentation, c'est d'ouvrir un nouveau front, peut-être le Liban, sur lequel il y a toujours des attaques, il y a toujours des bombardements de part et d'autre depuis des dizaines d'années. Mais si on remonte encore plus à un niveau au-dessus, ce qui est vraiment terrible dans cette histoire, c'est que, alors, à la fois du point de vue palestinien et du point de vue israélien, si on part du principe qu'à terme, l'objectif final, c'est la paix, cette paix, elle est à la fois militaire, elle est à la fois diplomatique, elle est à la fois, évidemment, dans différentes relations d'affaires et l'imbrication des tissus économiques des différentes parties. Et là, on a aujourd'hui, en fait, une mise en échec de presque 20 ans de travail diplomatique et économique de la part du monde israélien, on va dire, et qui va bien au-delà des frontières de ce pays, avec les pays arabes voisins, notamment l'Arabie saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les pays du Golfe, etc., avec lesquels des relations diplomatiques se sont mises en place, des relations d'échange. Aujourd'hui, un Israélien, j'en connais, qui peuvent aller vivre et travailler, par exemple, à Dubaï, au Koweït, etc. Et ça, c'était un grand progrès vers la paix, puisque ça permettait d'imaginer que par l'imbrication des économies, Israël a beaucoup de savoir-faire technique et technologique, les pays arabes ont de l'énergie, ils ont aussi des grands projets, et que cette imbrication économique et diplomatique allait permettre de rendre caduque ce coût gigantesque de la guerre pour tous dans cette région, et surtout, évidemment, in fine, le coût humain pour que tous ces gens, surtout du côté palestinien, puissent enfin avoir une vie d'abord libre, qu'ils puissent circuler, qu'ils puissent sortir de leur prison, parce que c'est une prison. Les gens n'aiment pas qu'on dise un camp de concentration. Je veux bien, alors disons prison pour être d'accord, mais ça ressemble à une prison quand on ne peut pas sortir, quand on n'a pas le droit quand on a demandé l'autorisation pour tout ce qu'on a besoin d'importer. Alors ils disent oui, mais ils ont des tunnels. Mais mon gars, si toi tu étais dans le ghetto en Varsovie, tu fais aussi des tunnels. Hein. Donc moi, je voudrais châtier des deux côtés. C'est-à-dire que c'est sûr que on arrive à contourner on sait que les États sont efficaces. Alors bien sûr qu'on arrive à contourner le blocus et la prison par des tunnels, par des trafics d'une manière ou d'une autre. Et puis enfin, pour terminer sur cette volonté d'avoir la paix, la communauté internationale, elle est en dessous de tout. Elle n'est même pas capable d'être ferme, elle n'est même pas capable, de toute façon, on n'en a pas les moyens. Et aujourd'hui, Israël, de toute façon, s'en fout de tous les pays, sauf d'un. Il y a l'opinion que d'un seul pays qu'Israël écoute, c'est la Russie. Il y a 2 millions de Russes, en tout cas. Alors, sont-ils réellement juifs? Peu importe. En tout cas, ils votent en Israël. 2 millions d'Israéliens votants qui sont russes. 2 millions de Russes israéliens, oui. Ouais, eh bien, eux, ça pèse dans la politique et la Russie, c'est le seul pays qui a un vrai levier militaire et qui n'est pas, on va dire, influencé, pour dire les choses de manière très soft, qui n'est pas très influencé par une communauté, on va dire, juive en Russie, en tout cas pas de la même manière que, osons le dire, en France, en Angleterre, aux États-Unis certainement. Et donc, communauté qui n'est pas uniforme et monolithique, hein, d'ailleurs, mais enfin qui a de l'influence. Et donc, c'est une situation complexe. Alors, est-ce que cette volonté d'attaquer et d'aller plus loin au Liban nous amènera vers le chaos? On le saura très vite, hein, parce que ces attaques, d'ailleurs, je pensais que l'attaque aurait été encore plus rapide, mais on voit qu'il y a un amas de troupes. Ça peut être une pression, peut-être qu'il n'y aura rien, ou pas grand-chose, espérons-le. Parce que si 500 000 Israéliens, c'est-à-dire une grosse partie de l'armée israélienne, attaque l'Irak, le Liban, que pourrons-nous dire de ce qui va se passer justement en Irak, en Syrie, et du gros morceau dans la région qui, en tout cas militairement, semble être l'Iran, avec peut-être 3 bientôt
porte-avions américain dans la région, nous avons les recettes d'une tempête assez grande qui se met en place. C'est l'occasion de dire quelques mots sur tes livres, parce que tu as beaucoup écrit sur les stratégies de survie, il faut le dire. On en a parlé, et là tu faisais la promotion de ton livre au Québec. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'abord sur ce passage à Québec, et qu'est-ce que tu veux nous dire sur ton livre et sur son opportunité, l'opportunité qu'on pourrait avoir de le lire par les temps qui courent ou qui arrivent? Très brièvement, c'est vrai que tous mes livres parlaient sur un petit peu comment est-ce qu'on survit face à des événements qui chamboulent notre quotidien et notre vie. Alors là, évidemment, si vous êtes au Liban, courage, les amis, parce que ça va chambouler, et ça chamboule déjà, mais en même temps, ils sont un petit peu habitués. Mon dernier livre parle de la peur, de comment on utilise la peur, comment on la maîtrise et comment on peut éventuellement la réduire quand elle est trop forte. Et c'est un grand livre épais, comme disent les Québécois. Épais, ça veut dire un peu bête. Donc, quand je leur disais, j'ai un livre bien épais parce qu'il est dense, ils rigolaient, et puis j'ai compris que c'était pas le terme en langue québécoise, en patois là-bas. En revanche, il donne beaucoup de moyens de réflexion, d'astuces pour agir, pour faire face, par exemple, à cette incertitude dans laquelle nous vivons. Parce que je connais des gens ici autour de moi qui passent à la situation, qui regardent les nouvelles 24 heures sur 24, chose qu'il ne faut jamais faire, sont anxieux. Ils disent, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être la guerre mondiale? Est-ce qu'il y aura des armes nucléaires? Et bon, l'imagination va très loin, on peut imaginer tout, on peut imaginer plein de choses. Et donc, l'esprit est capable de nous mettre dans une anxiété face à des événements sur lesquels, à la limite, on peut garder la tête froide, surtout. Et surtout si vous êtes impliqué, si vous êtes dans la région, je sais qu'il y a des Israéliens qui habitent en Israël francophone qui nous regardent, il y a des gens au Liban, ou même si vous êtes en Égypte ou dans la région proche, ça chauffe autour. Donc, au lieu de laisser divaguer l'esprit et partir dans la peur, focalisez-vous. Et dans mon livre, j'essaye de focaliser, d'organiser, de recentrer notre réflexion, notre esprit pour pouvoir ensuite travailler correctement sur ce qui est plus concret, sur ce qui est plus apte à fonctionner dans notre vie de tous les jours. Et ça veut dire être capable de discerner, de discriminer entre les vraies informations, les fausses, les informations sur lesquelles nous avons des leviers et d'autres pas. Donc, est-ce que nous savons être un peu stoïques par rapport à ça? Et surtout de réfléchir à ce qu'on peut réellement faire. Parce que même dans les discussions qu'on aime avoir un avis, c'est très bien, tout le monde a le droit d'en avoir, mais est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que toi et moi, ce matin, allons être regardés par le gouvernement Netanyahou et par les patrons du Mossad et de l'armée israélienne ou du Hezbollah, et ils vont se dire, non, tu sais, Pierrot et Eric, c'est vraiment des gens bien, tu sais quoi, on va faire la paix, on va arrêter maintenant. C'est pour ça que je me moque souvent des gens qui font des manifestations et tout. Ils ont le droit de les faire, hein, c'est très bien, mais manifester pour les uns ou pour les autres, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça va changer d'un millimètre le positionnement d'un char ou d'un avion ou la chute d'une bombe? Pas du tout. Et donc, on peut émettre des avis, on peut montrer qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais en général, les acteurs s'en fichent. En revanche, ce que nous pouvons agir sur nous-mêmes est important, et pour cela, il faut maîtriser notre esprit, il faut maîtriser la manière dont on réfléchit. Et donc, ce tome 1, Survivre sur la peur, le tome 2 arrive l'année prochaine, il sera un peu plus physique, mais le tome 1 nous travaille sur notre mental, sur comment on peut être plus apaisé, plus serein face à des informations qui sont angoissantes, réellement. Bon. Écoute, on se reparle prochainement, puisque alors c'est vrai que les perspectives effrayantes qui s'ouvrent, notamment au niveau international, font que ça met un certain nombre de sujets d'actualité. Et puis, on se retrouve bientôt, Pierrot, si tu es d'accord. À très bientôt et merci de ton invitation. À bientôt.